Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans le cadre de cet autre numéro de l'émission La Revue des Grandes Unes avec nos invités que j'aurai le soin de vous présenter tout à l'heure. Mais avant de vous présenter ces invités, je leur présente à eux et à vous-même les unes ou les grandes unes des publications de ce jeudi matin. On va démarrer avec la Nouvelle Expression qui titre sur la crise anglophone et les sécessionnistes qui projettent d'enlever les élèves, nous dit le journal La Nouvelle Expression, qui ajoute que des hommes armés ont attaqué l'internat d'un collège dans la région du Nord-Ouest, manifestement pour prendre des otages avant de se heurter à une réaction musclée des forces de défense camerounaises, une tournure qui inquiète les autorités et la communauté éducative, nous renseigne le journal qui fait savoir qu'il s'agit là de la deuxième attaque d'un établissement dans le département de la Momo, en rappelant que le 11 février dernier, déjà dans le cadre d'une attaque, plusieurs élèves d'un établissement avaient été blessés. Le journal qui, restant sur la lancée de la crise anglophone, parle de la région du Sud-Ouest et des sécessionnistes qui sont dans le harcèlement. Plusieurs infamies ont été enregistrées ces jours dans la localité ou dans les localités de Ngouti, de Nkogné, de Mandio, de Fontem et de Kumba, avec à la clé plusieurs sécessionnistes qui ont perdu la vie et aussi une vie de perdu parmi les rangs des forces de défense, plusieurs déplacés, et donc le journal qui rappelle que c'est loin d'être l'accalmie dans ces différentes localités où les sécessionnistes continuent à faire parler d'eux. La crise anglophone et le tribunal militaire, dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, Mancho Bibixi qui revient ce jeudi devant la barre. Ce citoyen et tous les autres seront à nouveau devant le tribunal militaire du côté de Yaoundé. Au moment où ces personnes sont attendues devant le tribunal militaire, la Nouvelle Expression ajoute que la société civile multiplie tout simplement les sorties publiques. Et puis le journal Info Matin, lui, s'intéresse à la succession de Paul Biya. Jeune Afrique et le cabinet noir de Yaoundé, nous dit le journal qui rappelle que depuis la capitale camerounaise, une officine occulte à travers des dauphins suscite des écrits destinés à faire imploser le régime de Paul Biya. Le journal qui s'appuie sur deux publications du journal Jeune Afrique, des publications qui présentaient certaines personnalités comme des potentiels dauphins du président de la République, Paul Biya, avec entre autres lui Paul Moutazi, René Emmanuel Sadi, et tout récemment dans l'une de ses dernières publications, c'est Laurent Esso qui était présenté, en tout cas avec à la une cette interrogation, et si c'était lui qui était présenté comme l'un des dauphins du chef de l'État. Et le journal donc de dire que tout cela est concocté par une officine occulte qui suscite simplement des écrits destinés à faire imploser le régime de Paul Biya. Le journal qui parle aussi de la digitalisation des enseignements avec Lyonga Nalova Ebe qui sollicite l'accompagnement des MTN. L'opérateur des téléphonie mobiles a présenté ses propositions du côté de Yaoundé au cœur d'une cérémonie qui était justement présidée par la ministre des enseignements de l'enseignement secondaire, Nalova Lyonga Ebe. Le journal Signature s'intéresse à l'opération Épervier pour s'interroger à qui le tour. Le journal qui fait savoir que l'ambiance est des plus moroses au sein de la famille, au sein des familles, des gestionnaires de la fortune publique, de ces personnes dont les noms sont de plus en plus cités parmi celles-là qui pourraient être les potentielles victimes de l'épervier. C'est donc le branle-bas à ce niveau-là, dans la capitale, avec ces personnalités dont certaines sont annoncées comme étant attendues du côté du tribunal criminel spécial, et ces personnalités dont les noms sont cités dans les affaires de détournement de biens publics ou de faute de gestion. Mutation parle de querelle entre enseignants, l'université dans la rue. Le journal revient sur ces multiples cas enregistrés dans plusieurs universités d'État au Cameroun et propose à ses lecteurs une enquête sur un phénomène qui tend tout simplement à se banaliser. Le
Le journal donne la parole à Hubert Mounondjana qui propose un décryptage. C'est un dossier à lire donc dans les colonnes de mutation. Ce matin, le Messager s'intéresse au sénatorial et parle de casse-tête dans la région du Sud-Ouest. Et cette interrogation à la une, va-t-on sanctionner les 70% des grands électeurs absents du Lébialem? Cette interrogation barre dans la une du journal Le Messager ce matin. Le Messager qui parle aussi de ces guerres entre enseignants d'université, entre responsables d'université, et propose relativement au doctorat professionnel la réponse cinglante du professeur le Magloire Ondoa à lire dans les colonnes du Messager ce matin. Cameroun Tribune reste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour parler de paix et de sécurité, une affaire de tous. Le journal qui rappelle que depuis le 15 mars dernier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, porteur du message de paix du chef de l'État, sillonne les régions du nord-ouest et du sud-ouest en vue de faire comprendre à tous les acteurs sociopolitiques et économiques la nécessité de s'impliquer dans le processus de retour à la normale dans ces deux régions. Un focus à lire aux pages 4 et 5 du journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune also talks about Easter Christians to commemorate the feast on this upcoming Sunday. You can read the article at the page 15 of Cameroun Tribune this morning. On évolue avec le journal L'Essentiel qui parle de fuite d'Atanganakuna, Bargangele et Eko tout simplement hors de cause, nous dit le journal, qui ajoute qu'ils avaient été accusés à tort d'avoir organisé la fuite de l'ancien ministre, l'arrestation des complices du fugitif, l'aide des douanes, notamment le vicaire de la paroisse de Mokolo, et ce sont finalement des gendarmes corrompus qui ont exfiltré Don Basilio du nom d'Atanganakuna, nous rappelle le journal L'Essentiel qui parle aussi de terrorisme. Encore un haut fonctionnaire assassiné par les sécessionnistes dans le sud-ouest, à lire donc ce matin dans la publication du journal L'Essentiel. Voilà pour la revue de ces quelques grandes unes sur ce plateau. Ils sont bien installés. Guy Hervé Fongan est en place. Bonjour. Bonjour, Président, et bonjour aux nombreux chrétiens qui commencent le jeudi saint. Et j'ai une pensée spéciale ce matin pour Manchou BBC qui repasse devant la barre et qui est un garant qui n'avait pas été libéré pendant que les autres sortaient de prison pendant la crise anglophone. Je ne peux pas croire que c'est Tagudo qui a débordé le vase et qui a amené les gens à se radicaliser. Espérons que, après le passage à la barre, les choses se passeront mieux et que les tensions vont s'apaiser et que les enfants vont aller à l'école de manière sereine. Manchou BBC, qu'il faut-il le rappeler, lors de son dernier passage, avait demandé à être libéré pour contribuer à la paix dans les régions anglophones. Camille Nélé, bonjour. Eric Martial Diomo, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, par contre, j'ai une pensée, j'ai un bonjour tout spécial que je dois adresser à Madame Sepou Violette Docolin, épouse d'Ika, qui m'a dit qu'elle suit religieusement la revue Les Grandes Unes depuis 2012. Et je pense qu'une telle fidélité mérite bien un grand bonjour. Allez, un bonjour à elle donc. On va démarrer avec la crise anglophone. 3 journaux se sont intéressés à cette actualité ce matin. Cameroun Tribune qui parle de la paix, une affaire de tous, avec donc cette descente sur le terrain du ministre de l'administration territoriale. La nouvelle expression qui s'est intéressée à ces sécessionnistes qui projettent d'enlever les élèves et aussi à ces sécessionnistes qui sont dans le harcèlement dans plusieurs localités de la région du sud-ouest, et le Messager qui, lui, s'est intéressé aux élections sénatoriales, mais surtout à ces grands électeurs absents, le taux d'abstention le plus élevé qui a été relevé justement dans la région du sud-ouest, la crise anglophone qui revient une fois encore. On va commencer par justement, vous en parliez la semaine dernière, cette tournée du ministre de l'administration territoriale. Cameroun Tribune
faire focus sur cette descente de Paul Atangandji. La paix, une affaire de tous. Que peut-il véritablement à travers cette tournée? Depuis que le Cameroun connaît des crises, c'est bien la première fois qu'un ministre de l'administration territoriale descend sur le terrain et descend de façon forte et de façon opiniâtre. On l'a vu, on a vu Paul Atangandji 2 jours seulement après le dernier conseil des ministres descendre dans le nord-ouest. Il a fait le tour des provinces, il a même été jusqu'à Batibo, foyer épicentre des exactions du côté du nord-ouest. Après le nord-ouest, on l'a vu dans l'ouest, l'ouest qui commence déjà à avoir des menaces, et depuis quelques jours il est du côté du sud-ouest. Il a fait le tour à partir de Dimbe, Bouya jusqu'à Koumba. Il a été partout pour parler non seulement aux responsables de l'administration, mais surtout aux autorités traditionnelles. Moi, je pense que c'est ça la meilleure façon de faire comprendre aux uns et aux autres que cette insécurité, c'est une affaire de tous. La recherche de la paix, c'est une affaire de tous. C'est pas seulement l'affaire des militaires. On ne peut pas uniquement résoudre ce problème, ce conflit aujourd'hui qui est imposé au Cameroun par une réponse uniquement militaire. Je pense qu'il faut non seulement un dialogue avec les personnalités de la société civile, avec les chefs traditionnels, avec les populations et avec les responsables de l'administration qui doivent expliquer à tout le monde que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, mais c'est une affaire de tout le monde, parce qu'on l'a vu avec ces élèves qui se font tuer. On peut soutenir les sécessionnistes et voir son élève tué sur le chemin de l'école. Donc, moi, je crois que le ministre Atangandji est là en train de mettre les pieds dans le plat. Il est en train d'aller partout en tenant l'arbre de la paix. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il a fait, puisque en principe, de retour de Yaoundé pour participer au conseil des ministres, préside donc le Premier ministre ce jour. Mais Guy Fongan, on va noter que pendant que Paul Atangandji fait le tour, il était justement dans le sud-ouest au moment où, rappelle le journal La Nouvelle Expression, les sécessionnistes ont multiplié les actes de harcèlement, les attaques avec plusieurs localités citées, Ngouti, Kogné, Manjo, Fontem, Koumba. Ça veut dire, contrairement à ce que dit Camille, que le message ne passe jusque-là pas. C'est pour ça que je suis amusé. Je suis amusé au contraire. On a l'impression que les choses vont de mal en pire. Je suis amusé quand le doyen fait remarquer que c'est la première fois qu'un ministre de l'administration territoriale descend sur le terrain. Quand vous et moi, nous savions qu'il y a quelque temps, tout un Premier ministre s'est rendu à Bamenda et qu'il a été humilié par les populations. Les délégations en Syrie se sont rendues dans ces régions-là. On n'a pas l'impression que les choses sont en train de s'apaiser. Donc je pense que le malaise, il est plus profond que ça. Et si on a réussi à émuler tout un Premier ministre dans ces régions-là, ce n'est pas la descente de Paul Atangandji qui va résoudre les choses. Bon, c'est vrai que je l'ai vu dans une euphorie collective à Koumba il y a quelques jours avec les motos-taximans et tout ça. Donc je crois qu'il faut aller au-delà de cette spectacularisation qu'on essaie d'accorder à cette affaire. Les choses sont en train de se radicaliser et ça fait quelques jours, on nous parle d'enlèvement. D'une tentative d'enlèvement des élèves dans l'Amagno, à Bitem, en Ngouti et en Kogné. Et Paul Atangandji est déjà les accidents qu'il est en fonction. Donc ça veut dire que soit il n'est pas celui qui était attendu, soit il n'a pas suffisamment démontré de quoi il est capable, soit les populations veulent un autre interlocuteur pour dialoguer avec eux. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Et l'État doit suffisamment faire des compromis. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, Mansour Bibichi repasse devant la barre. Pourquoi certains ont été libérés et pas d'autres? Il y a des positions comme celle-là qui ont contribué à embraser la situation. Donc Paul Atangandji sera descendu dans ces régions 50 fois, 100 fois. Les enfants jusqu'ici ne vont pas à l'école et c'est assez grave. Pourquoi est-ce que, par exemple, celui dont on parle, donc toutes les populations ont réclamé à Koy, après sa libération, est resté en prison, les autres sont sortis, pas lui. Donc il y a autant de situations. Et puis, je suis de ceux qui avaient applaudi des deux mains quand on était allé arrêter les principaux leaders dans le nord-ouest. Au Nigeria, je prends le Ayuk Sissou, qui aurait donné quelques noms du régime qui ont financé la grève et qui ont été interpellés. Donc j'étais de ceux qui pensaient que, comme ceux-là ont été neutralisés, commençant par Sissou Ayuk et quelques pontes du régime qui ont arrosé les sécessionnistes, de manière naturelle, je m'attendais à d'autres Camerounais à ce que les choses se tassent et que
la situation soit sous contrôle, mais c'est plutôt l'effet contraire. Donc, depuis que ces gens ont été arrêtés, on a l'impression que le gouvernement a perdu le contrôle et c'est plutôt très inquiétant pour nous qui avons des familles et des connaissances dans ces régions-là. Camille. Guy Hervé Fongan, je suis surpris que vous vous cachiez derrière votre petit doigt pour ne voir que la visite du Premier ministre et accorder une importance. Il y a une série de délégations. Non, mais écoutez, le Premier ministre est comme un Premier ministre qui est entré, qui est descendu dans cette zone au moment où ça chauffait pleinement. Aujourd'hui, je parle d'un ministre de l'administration territoriale, je ne parle pas du Premier ministre. Et le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre de l'Intérieur qui est descendu, qui a le mérite au moins d'être venu, d'avoir rencontré et les chefs traditionnels et les autorités administratives d'une région. Oui, mais le problème, c'est pas le problème, ce n'est pas un problème de résultat. Nous sommes face à des gens. Non, écoutez, ce n'est pas une dispute. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'estimer que si le ministre de l'Intérieur descend, non, ça doit s'arrêter. Nous sommes face à des gens qui sont là pour instaurer une sorte de terreur. Une terreur permanente. Et ce n'est pas... Même si c'est Paul Biya qui descend, ils vont faire la même chose. Moi, je pense qu'il y a une évolution entre le ministre de l'administration territoriale qui descend, qui parle à tous les préfets, aux gouverneurs, aux populations, aux chefs traditionnels, pour leur dire, non pas que faire de la paix, mais pour leur faire comprendre qu'il faut parler aux populations. Parce que ce que vous ne savez pas, Guy Hervé Fongan, vous qui regardez certainement souvent en Bazonia TV, c'est que ces gens-là sont en train de mettre les populations dans une sorte les plonger dans une sorte de psychose, pour leur faire croire que eux, ils vont faire et rien ne peut. Les populations entre deux feux. Les populations sont entre deux feux. Et même, je peux même vous dire qu'il y a une sorte de complicité passive et même active des populations. C'est pour ça que le travail qui doit être parce qu'ils ne sont pas protégés, ils ont peur. Mais il faut qu'ils soient protégés par qui? Par l'État. Mais alors, si l'État ne le fait pas, si les forces de défense n'étaient pas dans cet internat, vous savez ce qui aurait pu se passer? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas regarder les choses à minima. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt pour avoir un raisonnement qui va dans le sens, justement, de la psychose que veulent entretenir ces... Moi, je ne les appelle même pas des sections, je les appelle des bandes armées. Parce que ce sont des bandes armées qui agissent. On ne comprend pas trop pourquoi. Parce que si le combat de ces gens était si noble que cela, ils ne s'attaqueraient pas aux enfants. Ça, c'est une action lâche. Et là, depuis 2 ou 3 jours, qu'ils attaquent déjà... Non, je ne pense pas que Hervé ait dit que leur combat soit noble. Non, mais le problème n'est pas... Le problème, c'est qu'il faut rassurer les populations, leur faire comprendre que leur intérêt, non seulement ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de s'impliquer justement dans la réduction, de sortir d'abord de la peur. Voilà, une phrase. Mon propos est simplement d'amener l'État à prendre son bâton de pèlerin et à protéger les populations qui aujourd'hui sont apeurées. Si vous prenez la psychose sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui... Je vous donne la parole justement par rapport à cela, puisque le messager, restant sur le même sujet, s'interroge sur ce qui devrait arriver à ces 70% de grands conseillers et de grands électeurs qui n'ont pas pu voter en raison de la situation sécuritaire dans cette partie sud-ouest du Cameroun. J'aime souvent leur rappeler qu'on est malheureusement dans ce pays dans une sorte d'aristocratie de la nonchalance. Ce qui est décrit était prévisible. Je veux dire que l'état de tension dans ces régions-là, tout le monde le savait. Donc on avait une disposition nécessaire pour que les gens aillent voter. C'était connu de tous. On ne peut pas aujourd'hui être surpris par ces situations. On le savait que ça va être compliqué. D'ailleurs, nous l'avons dit, si doyen vous rappeler sur ce plateau, et le directeur de l'ECAM a fait une sortie dans laquelle il faisait état de ce que tout est sous contrôle, la zone est sécurisée et que ça va se passer sereinement. Alors imagine si on ne peut pas sécuriser une simple élection sénatoriale. Quand on va avoir des élections à grande échelle, comme les municipales ou les législatives, ça veut dire que ça va être la débandade totale. Si on ne peut pas voter pour les sénatoriales, ça veut dire que c'est une alerte qui devrait interpeller de manière sérieuse les autorités. Et c'était prévisible, on le savait. Nous l'avions dit. Et donc, Camille, ça devait arriver. Est-ce que vous avez une réponse à l'interrogation du journal Le Messager ce matin? La réponse est simple. Cette zone est insécure. Nous le savions. Qu'arrivera-t-il s'interroge le Messager à ces grands électeurs qui n'ont pas pu se déplacer. Je rappelle que le taux d'abstention a été le plus élevé justement dans la partie sud-ouest. On parle de 70% par exemple dans le Lébialem, selon le Messager. Mais dans le Lébialem seul et dans les autres départements, vous avez vu que dans les autres déplacements, les conseillers municipaux ont même été transportés à bord d'hélicoptères pour pouvoir aller voter. Donc moi je dis que des mesures sont prises, des mesures ont été prises. Si on n'avait pas eu si on n'avait pas eu les hélicoptères, si on n'avait pas mis les hélicoptères à contribution, imaginez ce que
ça aurait été comme le résultat qui donc, moi, je dis donc il ne faut pas donner, mettre du carburant, justement, dans l'idéologie de ces bandes armées qui veulent absolument démontrer qu'ils sont les plus forts sur le terrain. Ils ne peuvent pas être plus forts que l'État. L'État dit alors si on est d'accord là-dessus, on doit donc essayer d'encourager les forces de défense et surtout leur faire comprendre que la mission qu'ils ont est très très difficile. Elle est d'autant plus difficile qu'on ne sait pas qui est qui. Vous êtes en train de marcher, vous voyez des villageois qui sont là, à un moment donné vous les voyez, ils déterrent des fusils, ils vous tirent dessus. Le problème, ce n'est pas un problème de régler cette histoire en un tour de cuillère à peau. Non, c'est difficile, ça va être long, mais moi je pense qu'il faut faire comprendre aux populations qu'elles ont intérêt plus que tout le monde à militer dans le sens de la recherche de la sécurité. Voilà. On évolue avec ce grand sujet rassemblé dans 2 journaux. Tout d'abord Info Matin et ensuite Signature qui évoque des sujets qui tournent autour de la succession de Paul Biya. Info Matin qui revient sur la publication de Jeune Afrique qui a présenté Laurent Isso comme le dauphin avec cette interrogation qui barrait la une. Et si c'était lui avec ce portrait de Laurent Isso et Signature qui s'intéresse à l'opération Hypervia qui est le tour. Alors, tout d'abord, cette une d'Info Matin sur cette succession. Cette une de Jeune Afrique semble gêner le sérail ou gêner ces personnes qui sont présentées. On rappelle que en dehors de Laurent Isso, Louis-Paul Motazé et René-Emmanuel Sadi avaient déjà été présentés, tel que nous le rappelle Info Matin, comme des potentiels dauphins. La question du dauphinage gêne finalement d'une certaine façon ou d'une autre. Je ne vais pas dire pour qui rôle Jeune Afrique, mais c'est du réchauffé. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que Jeune Afrique nous sort cette histoire du chapeau, pour des raisons qui sont propres au ton éditorial de ce journal-là. On n'a pas revenu ici sur la plainte des journalistes de Jeune Afrique qui indiquaient que chaque fois qu'ils ont écrit sur la Côte d'Ivoire contre Ouattara, les titres ont été changés, etc. Donc ils sont coutumiers du fait. Vous vous rappelez, comme vous avez suivi comme moi, comment les journalistes de Jeune Afrique sont montés au créneau pour dire que chaque sortie sur la Côte d'Ivoire qui ne crie pas en faveur de Ouattara est censuré par le comité éditorial. Ça veut dire que Jeune Afrique est coutumier de cet exercice-là. Non. Quand ils essaient de nous brandir ce type de personnalité au Cameroun, ils l'ont fait avec Marafa, ils l'ont fait avec les autres. Ça peut gêner éventuellement ceux qui ont passé les commandes. C'est un vrai que ils veulent nous entraîner dans la guerre de longs couteaux, comme ils essaient de faire depuis un moment. Parce que si vous prenez le récit médiatique que Jeune Afrique fait sur le Cameroun depuis ces 5 dernières années, le Cameroun qui gouverne, le périple jeune, etc., vous allez voir qu'il y a des éléments de langage qui contribuent à donner du grain à moudre et des raisons pour que les gens je ne vais pas dire s'entretuent, mais que les gens se regardent en chien de faïence. Et donc, ce type de une, en réalité, ne peuvent que inquiéter les gens qui ont passé les commandes pour que ce soit fait ici. Mais en réalité, la succession se passera pas comme ils imaginent, pas comme ils pensent. Parce que je suis de ceux qui pensent que les gens qui prendront le relais après Paul Biya sont des gens qui ne sont même pas au devant de la scène. Alors, Info Matin croit savoir que ce sont des officines occultes qui sont derrière de telles publications. J'aime bien l'optimisme exubérant de Guy Fongan qui dit que non, il est sûr qu'après le retour, après Paul Biya, les choses vont se passer de telle manière que même ceux qui sont en train de couper les cheveux en quatre ne comprendront pas. Non, moi je pense que ce que fait Jeune Afrique va dans le sens de la question fondamentale qui est au Cameroun depuis 35 ans. Parce que la même question se pose. Après Biya, qui? Paul Biya ne laisse aucune visibilité sur une personne qui pourrait lui succéder. Le Conseil constitutionnel vient de notre émission. Non. Nous ne parlons pas du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est une institution qui est prévue depuis 21 ans. Mais qui a enfin été... après 22 ans, vous êtes optimiste. Mais jamais trop tard. Vous êtes vraiment un grand jamais trop tard. Ce que je suis en train de dire, c'est que M. Amadou Ahidjo, 15 ans après 15 ans de fonction de présidence, il avait d'abord dit qu'il ne s'éterniserait pas au pouvoir. Il avait nommé un premier ministre successeur constitutionnel. On savait qu'en cas de vacances, c'est M. Paul Biya qui allait prendre le pouvoir. Tout le monde le savait dans le gouvernement. Tout le monde, même à l'international. Tout le monde le savait, c'était clair. Avec le président de la République Biya, non, c'est une opacité. Maintenant que Guy Fongan est en train de vouloir noyer dans le concept de conseil constitutionnel qui va arranger les choses, on le souhaite bien. On souhaite effectivement que ce conseil constitutionnel
Fidèle arrange bien les choses après le départ de Paul Biya. Mais le Paul Biya va partir comment? Est-ce qu'il va un jour décider de ne plus se présenter? Est-ce qu'il va mourir au pouvoir? Est-ce qu'il va... il va passer... Non, mais il faut savoir comment partir. La manière. Le problème, c'est là. Donc, les gens se posent des questions sur cela. Que les gens présentent René Manuel Sadi comme un potentiel dauphin parce qu'il est propre, il n'a jamais rien touché à rien, qu'on présente Motazé comme l'homme des grands dossiers, qu'on présente Laurent Isso comme le grand incorruptible qui est auprès de Paul Biya depuis 30 ans. Je veux bien qu'on fasse de la spéculation comme on veut, qu'on fasse de la prospective comme on veut, mais le problème reste entier. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se poser des questions sur l'après-Paul Biya? Mais Paul Biya, voilà Paul Biya qui est en train de briguer encore un autre mandat de 7 ans. De 7 ans, il se prépare. Donc, si vous voulez parler de son départ, parlez-en dans 7 ans, mais pas maintenant, parce que lui-même est en train d'être candidat. Or, aujourd'hui, les gens estiment que ce que fait Jeune Afrique, c'est une tentative de pourrissement de situation qui va faire que les gens, les uns et les autres autour de lui se regardent en chien de faïence. Vont se regarder en chien de faïence. Et Paul Biya lui-même va se dire que c'est l'un d'eux, certainement, qui a puisqu'on parle, ces journaux parlent de cabinet noir, qui a commandé cela. Voilà. Pour lui faire comprendre que il va bien partir, mais celui qui vous savez qu'il y a un vieux principe en Afrique qui dit que le chef ne voit pas son successeur. Peut-être que Paul Biya n'a pas envie de voir son successeur. Allez, très rapidement, toujours autour de ce sujet, l'opération Épervier qui continue à faire des vagues et qui continue à alimenter les unes. À qui le tour s'interroge Signature? Bah, je suis sur ma faim. Je vais bien. Bon, je me suis laissé dire que la récente visite du président Paul Biya en Chine, il a reçu une d'une dizaine de kilos de documents qui accablent le tout-puissant Edgar Alain Ebengo. Donc c'est peut-être la plus grosse attente. Hein. Du moins c'est la plus grosse attente. Ce sera la plus grosse pioche qui sera faite par cette opération Épervier. Donc maintenant tout le monde attend. Comment? Parce que c'est ça en fait la grosse hantise. Quel est celui ou celle qui aura le courage d'aller interpeller Edgar Alain Ebengo, dont on sait que c'est quelqu'un qui a quand même passé 21 ans au gouvernement, il était délégué général à la Sûreté nationale, directeur du cabinet civil, ministre de la Défense, et donc il est au cœur du renseignement. Aujourd'hui, l'étau semble se resserrer autour de lui et ça semble compliqué. Je serais curieux de savoir qui aura le courage de l'interpeller. C'est la plus grosse attente en ce moment. Voilà, à la question de Signature, à qui le tour, vous dites Edgar Alain. Non, c'est parce que j'ai dit. Mais parce que moi, le courage d'interpeller. On regarde son parcours et son vécu. Mais pourquoi faut-il avoir du courage pour interpeller quelqu'un qui serait vraiment indélicat et dont les preuves seraient là? Moi, je pense que le débat est focalisé dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, on dit n'importe quoi. Hier, on disait que oui, on l'a convoqué, il fait semblant d'être malade, il est même dans un hôpital, dans une clinique, et que bon, il va faire comme s'enfuir parce que... Non, moi je pense que s'arrêter sur ce que Guy avait Fongan dit que c'est la plus grosse attente. C'est l'attente des réseaux sociaux. Non, attends, c'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est un fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a plein d'autres personnes. C'est pas les réseaux sociaux qui ont mis des Je dis personnalité convaincue d'indélicatesse depuis très très longtemps, dont les dossiers sont là. Et pourquoi vous voulez que vous voulez qu'il y ait une attente plus grande que les autres? Regarde la question. Il a une trajectoire de déception. C'est pour ça. La question, c'est ça, cette question. À qui le tour? On verra bien à qui le tour. Est-ce que, bon, maintenant, est-ce que ça... Bon, je pense qu'on peut se demander jusqu'où ira cette vague, parce que c'est une vague. Vous savez que l'opération Épervier arrive, plane, attrape quelques-uns, les met en prison et vient se poser sur le bras de Paul Biya en attendant le prochain tour. Maintenant, ça va aller jusqu'où et à qui le tour? C'est l'interrogation. De l'argent, moi je suis comme le bas peuple, j'attends simplement que cet argent soit récupéré et soit réinvesti pour améliorer le quotidien des Camerounais. Allez, c'est sur cette interrogation de Signature que je vais vous dire merci, messieurs. À qui le tour? Donc, l'interrogation des signatures. Allez, prochaine émission, ce sera tout à l'heure. Nous allons vous retrouver demain pour un autre numéro de cette émission. Madame, monsieur, je vous dis merci d'être resté fidèle et surtout, très belle suite des programmes sur Equinox.